On le sait, certaines erreurs mènent à l'échec à coup sûr. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance quelles sont ou quelles vont être ces erreurs. Il n'y a pas de moi dans le futur qui me dit « Waouh, fais gaffe, fais attention parce que là, tu vas faire ceci, tu vas tout rater, etc. » Et donc, la seule façon d'éviter les erreurs, c'est d'écouter ceux qui les ont commises avant nous. Mais moi, pour être honnête, j'ai pas eu cette chance. Et au cours de ma carrière, dans l'immobilier, j'ai commis pas mal d'erreurs fondamentales. Et il y avait personne pour me dire « Waouh, fais gaffe, Fred, tu vas aller droit dans le mur. » Mais j'aurais bien aimé ça et j'aurais aimé avoir un mentor, quelqu'un qui m'aurait montré ses erreurs et qui m'aurait appris à les éviter. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Vous raconter les 6 erreurs que j'ai commises dans mon propre parcours d'agent immobilier et vous apprendre comment les contourner. Mais avant de commencer, j'ai créé une masterclass gratuite sur comment créer une activité immobilière rentable et résiliente et alignée. Pour la regarder, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Allez, on commence cette vidéo, mais avant, j'aimerais prendre quelques minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Frédéric Epler, fondateur d'une agence de marketing spécialisée dans l'immobilier, du nom de Facilogy, et directeur d'une agence immobilière. Et donc vous aurez compris que l'immobilier, c'est un domaine que j'affectionne plus particulièrement et que je connais bien. Et je le connais depuis 95, exactement la date à laquelle j'ai commencé comme négociateur dans notre belle ville de Charenton-le-Pont. Et donc, quand je démarre, j'ai 20 ans, j'y connais absolument rien, et donc ce que je veux, c'est apprendre comment marche une transaction, comment on capte des vendeurs, comment on fait de la promotion d'un bien, bref, comment fonctionne le marché. Et donc pour moi, la meilleure façon de faire ça, c'est de rejoindre un réseau immobilier. Et donc le réseau, pour moi, honnêtement, c'est la garantie de réussir mon projet entrepreneurial. Je sais que je vais être soutenu, qu'on va me prendre par la main et qu'on va me donner les moyens de réussir. Mais honnêtement, rapidement, je me rends compte que c'est pas si simple que ça, parce que oui, on m'apprend des méthodes, oui, on me montre certains leviers, des bonnes pratiques, des astuces, on me donne des outils là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Sauf que, globalement, tout ça est, on va dire, inefficace. Concrètement, je vois pas les résultats de mes efforts, et puis surtout, tout le monde fait la même chose, y compris au-delà de mon réseau. Il n'y a rien qui me distingue de n'importe quel autre négociateur de mon secteur. Grosso modo, je suis invisible. Et à ce moment-là, je me sens coincé, et je sais pas un peu comment je vais pouvoir avancer. Donc, je prends une décision difficile à l'époque, c'est celle de me lancer en tant qu'indépendant. Et autour de moi, je me rappelle encore comme si c'était hier, tout le monde me regarde en disant « Mais t'es fou, Frédéric, t'es dingue. Tu vas laisser tomber aujourd'hui ton réseau, la marque et tout le relationnel pour revenir à une entité où personne ne va te connaître. » C'est vrai que quand j'y pense à l'époque, c'est vrai que c'était dingue, objectivement. Quand je regarde en arrière, je me dis « Waouh, j'ai pris un risque énorme. » Mais honnêtement, j'étais super motivé. Et puis, j'étais investi, inondé d'adrénaline. Et en plus, on me disait que c'était impossible. Alors, quand on me dit que c'est impossible, j'ai toujours envie de faire l'inverse et de prouver que c'est possible. Donc, je redeviens indépendant, j'ai mon enseigne et il me faut 1 an pour doubler mon chiffre d'affaires. Mais mieux que ça, au bout de 6 mois, j'avais déjà créé mes méthodes de prospection, que j'avais déjà un petit peu créées en amont. C'est ce qui m'avait fait d'ailleurs prendre la décision de partir. J'ai développé mes outils marketing. Je suis passé donc 100% indépendant. Je ne dépendais plus des portails d'annonces, puisque moi, dès le départ, j'ai toujours travaillé qu'avec un seul portail. Je ne dépendais pas non plus du marché et je ne dépendais pas des technologies innovantes qu'on me présentait comme des miracles. Alors évidemment, ça attire l'attention sur moi. Et quand mes confrères à l'époque me croisent dans la rue, me disent « mais comment tu fais ça ?» Et naturellement, j'ai commencé à vendre mes méthodes, mes outils à des confrères que j'avais connus à l'époque dans les réseaux. Et c'est là que a commencé l'aventure Facilogy pour moi, au moment d'ailleurs où je comprends que je suis pas forcément seulement un agent immobilier, mais que je suis aussi et surtout un entrepreneur. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'apporter des solutions, apporter de la valeur à mes clients qui sont devenus des professionnels de l'immobilier. Et depuis, j'ai expérimenté, honnêtement, j'ai testé des centaines et des centaines de systèmes marketing, j'ai investi des milliers d'euros en pub. Et aujourd'hui, en 2024, j'ai accumulé assez d'expérience pour vous transmettre ma vision de l'entrepreneuriat pour les 10 ans à venir. À côté de ça, bien sûr, je suis auteur sur le journal de l'agence, créateur d'un logiciel immobilier Prospeneo, qui est donc un outil tout en un qui intègre des tunnels de vente, des systèmes d'automatisation, j'arrive, et d'un CRM immobilier. Et accessoirement, voilà, je suis assez fan de guitare. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur moi, on passe aux 6 erreurs qui vous mettent systématiquement en échec et que moi aussi j'ai commises à mes débuts. La première erreur, c'est faire les choses par hasard. Quand on est entrepreneur, on doit expérimenter plein de choses. On doit s'intéresser aux nouveautés, on doit intégrer des innovations, on doit tester des méthodes, on doit poser des objectifs. Tout ça, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. L'erreur, c'est le faire un peu au pif. C'est de faire les choses sans comprendre, sans jamais prendre de recul. C'est d'appliquer bêtement des méthodes sans se poser aucune question. Et ça, c'est pas normal du tout. Moi, quand j'ai démarré, on me filait un listing en me disant « Allez, tu vas taper aux portes et puis après on fait le point ». Et me voilà parti avec mon listing sous le bras toute la journée. Alors j'exagère pas toute la journée parce que vous allez voir qu'au bout de quelques heures, j'en profitais pour essayer de flâner à droite à gauche. Ok, c'est vrai que sur le papier c'est top, mais en vrai, il y en a pour 1000 ans. Et pendant que je me fatigue à taper toutes les portes, il y a mon concurrent lui en face qui va trouver les bonnes personnes et choper des mandats. Et ça, c'est pas cool. Alors, si
on veut vraiment faire les choses un peu mieux, on va avoir besoin déjà de définir des objectifs réalistes et concrets. Par exemple, rentrer des mandats exclusifs, gagner en notoriété, prendre des rendez-vous d'estimation. Ça peut être aussi de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Ce que je dois faire chaque jour, de quel support j'ai besoin, comment optimiser mon temps et mes efforts pour pas m'épuiser à la tâche. Ensuite, ça va être d'évaluer les résultats de chaque action. Parce que j'ai besoin de savoir, est-ce que ça marche? Et si ça marche pas, pourquoi? Qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et pour ça, il a fallu que je développe une méthode de A à Z. Et donc cette méthode, elle va reposer sur un principe super simple. Je vais identifier des points chauds sur mon secteur. Ça peut être une estimation que j'ai réalisée, un acquéreur dont je sais qu'il a un projet en cours, un bien que j'ai vendu ou, on va dire, dont le mandat est dans mon agence, ou un mandat qu'un concurrent est en train de vendre. Et donc à partir de là, je vais tracer plusieurs cercles autour de chaque point chaud donc, et je regarde de loin ce que ça donne. Partout où les cercles que j'ai dessinés se croisent, c'est là que je vais avoir le plus d'impact dans mon secteur et le plus d'opportunités. Et donc c'est là que je dois concentrer mes efforts et c'est là que je vais avoir, encore une fois, généralement la probabilité de retour la plus importante. Ensuite, la deuxième erreur, ça va être de copier sans rien changer. Quand j'ai démarré comme négociateur, il y a un détail qui m'a littéralement choqué dans la façon de pratiquer le métier, c'est que tout le monde fait la même chose. Alors je parle pas seulement des méthodes de prospection ou de promotion. Je parle de stratégie, je parle de créer des offres, de proposer de la valeur au client. Je me suis rendu compte assez vite qu'il n'y a aucune originalité. Forcément, je faisais la même chose, j'appliquais moi aussi les mêmes recettes que les autres et une partie de mon travail consistait juste à copier mes concurrents. Parce que si le voisin le fait, c'est que ça doit valoir le coup. Je voyais un flyer ou bien je me faisais démarcher par un prestataire qui me promettait la solution miracle. Et l'argument, à chaque fois c'était le même, prenez ma solution parce que votre concurrent à côté, il l'utilise déjà. En gros, je traduis. Fais comme les autres, sinon tu seras à la ramasse, intègre les mêmes outils marketing, actionne les mêmes leviers d'acquisition, propose exactement la même chose que le voisin. Mais fais-le un peu plus, moins cher, parce que bon, il faut bien attirer les prospects d'une manière ou d'une autre. Et à part le prix, il n'y a aucun levier sur lequel tu peux vraiment jouer. Autant vous dire que ça marchait pas super bien. Il n'y avait pas beaucoup de résultats, pas de nouveaux prospects, pas de nouveaux mandats, pas de recrutement et donc pas d'argent. Ou du moins des évolutions extrêmement faibles ou des CA qui étaient systématiquement à chaque fois en dents de scie. Donc il fallait quelques mois pour s'en rendre compte. Et donc on finissait par laisser tomber et par faire confiance à un autre prestataire ou par copier un autre concurrent. Et vous savez comment ça s'appelle? C'est du business par procuration. On n'invente rien soi-même. On fait tout comme les autres, on fait comme à l'école pendant les contrôles, et vous savez, quand on copie sur les voisins, on fait 2-3 fautes histoire de pas se faire choper par le prof. Là, c'est exactement pareil. C'est quoi l'œuvre de mon concurrent? Ah oui, ok, pas mal. Tiens, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre son argumentaire, je vais bidouiller un peu, de telle sorte à ce que ça passe et qu'on me dise pas que voilà, j'ai complètement copié, et puis à mon avis, ça va le faire. Et honnêtement, pour moi, c'est une grossière erreur. C'est pas du tout la bonne direction. Attention, je dis pas qu'il faut tout réinventer, ce n'est pas la peine. Et puis, c'est pas rentable non plus. Il faut bien qu'on se dise que il y a une phrase d'ailleurs qui vient d'un écrivain qui dit voler comme un artiste. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique le concept en 5 points. Rien n'est original. Tout est remixé. On s'inspire toujours de ce qu'il y avait avant. C'est vrai pour les artistes et les créateurs. Une grande idée est forcément une combinaison, une réinterprétation ou un prolongement d'idées existantes. Voler n'est pas copier. On ne copie pas, on s'approprie une idée pour en faire quelque chose de nouveau et de personnel. L'inspiration vient des meilleurs et donc on doit se trouver des modèles ou des mentors à étudier leur travail pour en tirer des idées et des valeurs qui résonnent avec nous. Il faut donc trouver sa propre voie. Et donc en volant des idées à gauche et à droite, on finit par développer un style qui nous est propre et par trouver sa voie, qui est d'ailleurs sans équivalent. Et vous allez voir que l'apprentissage se fait par l'imitation. On prend ce qu'il y a de meilleur chez ceux qui nous inspirent et ça nous permet de développer nos compétences et d'aller chercher notre propre individualité. En bref, on s'inspire des idées des autres, mais on se les approprie. On les adapte à notre cible pour en faire quelque chose d'unique et dont on peut être fier. Bon, ce que j'essaye de vous dire, c'est que avec tout ça, c'est que créer, ce n'est pas une quête solitaire. C'est un processus collaboratif et évolutif. Et l'erreur, ça serait de croire qu'on peut inventer quelque chose de complètement nouveau, qu'on peut mettre sur le marché, un produit, un service qui n'a jamais été fait. Et ça, honnêtement, il n'y a rien de plus faux, parce que personne n'invente l'eau chaude. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, d'une manière volée, c'est nécessaire. Et c'est même légitime, mais à condition d'enrichir ce qu'on a pris chez les autres et d'y mettre sa propre touche personnelle. La troisième erreur, c'est de ne pas se former. Vous savez, pendant longtemps, j'ai confondu formation professionnelle et formation métier. Et personnellement, je pensais que la seule manière d'avancer dans mon travail, c'est de me laisser guider par mon réseau, par les tendances, par les stratégies à la mode. Mais quand en formation pro, c'est très utile. Je suis pas en train de dire aujourd'hui, ok, ça sert à rien, va pas le faire. On a besoin d'une formation initiale, c'est clair, et d'une formation continue pour rester à jour sur la partie juridique du métier, sur l'évolution de la réglementation, sur la déontologie, sur la lutte contre le blanchiment, enfin bref, tout ce que vous voulez. Évidemment, c'est super important, mais c'est aussi très généraliste. Ces formations ne sont pas
faite pour apprendre comment développer votre business. En gros, rien de tout ça ne forme à l'essentiel, je veux dire le métier d'entrepreneur. Aucune formation obligatoire que vous avez pu suivre comme conseiller, gérant d'agence ou mandataire ne vous a appris comment gagner vos premiers clients quand vous partez de zéro. Utiliser les réseaux sociaux pour booster votre business ou encore construire un tunnel de vente. Bref, dans l'immobilier, il n'y a pas de formation réellement métier. Ces compétences-là, vous devez aller les chercher vous-même en lisant des contenus, en regardant des vidéos comme celle que je vous propose sur cette chaîne et en trouvant la personne qui peut vous apporter des solutions parce qu'elle est passée soit par là avant vous, soit parce qu'elle a connu les mêmes difficultés et rencontré les mêmes obstacles. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ça peut être un mentor, un coach, un accompagnement. Mais vous choisissez une personne qui vous inspire et qui vous enseigne à faire votre métier. Moi, personnellement, je me considère plus comme un accompagnant que comme un coach. Je ne suis que le dirigeant d'une agence, alors immobilière et marketing, qui accompagne les entreprises et qui forme les entrepreneurs. Je peux vous aider à avancer dans votre business parce que moi aussi, je suis passé par là et que j'ai dû trouver mes propres solutions. Alors, je le précise parce que les mots ont pour moi pas mal d'importance et c'est vrai qu'on a tendance un peu à tout mixer aujourd'hui. Un coach, il est plutôt là pour questionner et pour guider. Mais après, il faut se démerder. Un consultant, il vous aide à atteindre un objectif parce que lui, il a la compétence qu'il faut. Un formateur, il a une connaissance qu'il transmet. Mais c'est vraiment dans le rôle d'accompagnateur que je me définis moi le mieux parce que je ne vous aide pas seulement à vous former, je vous aide à ne pas commettre les erreurs de croire que il suffit de n'importe quoi pour réussir. Quatrième erreur, c'est de n'avoir aucune perspective. Et ça, honnêtement, c'est un état que j'ai compris tardivement dans mon processus d'évolution comme entrepreneur. Et j'aime à dire qu'il y a deux façons d'entreprendre ou deux profils d'entrepreneurs. Le premier entrepreneur, ce qu'on appelle l'entrepreneur de niveau 1, c'est l'entrepreneur opportuniste. Alors c'est pas péjoratif, c'est quelqu'un qui n'a pas de stratégie à long terme, qui n'a pas de vision claire de ce qu'il fait. Il est là sur son bateau, sans cap défini, en train de se laisser porter par les circonstances et les opportunités du marché. Et donc il va chercher des idées, des concurrents, il les reprend à son compte en changeant 2-3 trucs, histoire de dire que c'est pas exactement la même chose. Et donc sa seule vision business, c'est, on va dire, la réaction. Il ne sait que réagir et jamais agir par lui-même. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'a ni conviction profonde, ni capacité d'innovation. Son enseigne arrive à peu près à fonctionner parce qu'il y a un marché, mais attention, au moindre problème, tout s'écroule autour de lui. Après, vous allez avoir le second profil, qui est une évolution de l'entrepreneur de niveau 1, qu'on va appeler l'entrepreneur de niveau 2, qui lui est l'entrepreneur par conviction. Lui, c'est tout l'inverse. C'est le capitaine du bateau à l'ancienne. Avant de monter à bord, il sait exactement où il veut aller, comment il va y aller, combien de temps il va lui falloir pour y parvenir et tout ce dont il a besoin pour arriver jusqu'à là. Il ne laisse rien au hasard. Ici, on a un entrepreneur qui est proactif et d'ailleurs plutôt que de suivre les tendances, il a tendance, j'ai envie de dire, à les devancer ou même les inventer. Plutôt que de copier les concurrents, il apporte une vraie valeur ajoutée à ses clients, mais aussi à la société. Et donc, il est guidé par des principes et des croyances extrêmement fortes. Il est convaincu d'être différent des autres et d'avoir une offre différente. Et c'est ça qu'il pousse aujourd'hui sur son chemin, et ça peu importe les obstacles, les difficultés et les défis. Tout ça parce qu'il a une perspective unique de son métier. Autrement dit, il a de grandes idées. Alors maintenant, vous me demandez, mais où est l'erreur? Eh bien justement, l'erreur, c'est de ne pas avoir de perspective. C'est de penser qu'on peut réussir en étant un entrepreneur de niveau 1, un opportuniste qui se laisse porter par le marché et par les tendances. Et si c'est le cas, il faut sortir de ce piège-là et tout de suite. Il faut adopter une perspective nouvelle. Un prisme unique par lequel, on va dire, vous allez aborder votre business et percevoir votre marché. Ça peut être d'ailleurs des éléments qui sont influencés par vos croyances, vos valeurs, vos connaissances personnelles et votre expérience personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui va marquer typiquement votre singularité et c'est ce qui fera de vous un entrepreneur à succès. La cinquième erreur, c'est de ne pas apporter de valeur. Et oui, aujourd'hui, quand un professionnel de l'immobilier me demande « Ok, mais qu'est-ce qui fait une bonne offre ?» Je réponds toujours la même chose, la valeur. C'est ce qui fait une bonne offre, c'est la valeur. C'est ce qui fait qu'elle apporte quelque chose de plus qu'une autre offre. Et la grosse erreur que j'ai commise moi à mes débuts dans ma carrière, c'est d'ignorer cette problématique de la valeur. Et ça renvoie à mon point numéro 2. Longtemps, je me suis contenté de reprendre les offres des copains, de changer quelques bricoles, de baisser le prix et de balancer ça sur mes canaux sans apporter de valeur. Et ça, c'est ce que j'appelle aujourd'hui du plus pour moins cher. C'est le même produit que la concurrence, mais c'est moins cher que la concurrence. Un peu comme le machin électronique made in China, que vous payez, on va dire, 3 € 6 sous et qui finit dans un tiroir. Et bon, on s'en fout, c'est de la mauvaise qualité, mais ça coûte pas grand chose et en gros, c'est pas très grave. Et donc, franchement, je doute que vous ayez vraiment envie de ça pour votre business. Vous savez, il y a une formule que j'aime bien. Elle vient d'un marketeur américain que vous connaissez sûrement qui s'appelle Alex Hormozy, qui est un spécialiste des notions d'offre et de valeur. Et il dit cette chose suivante: la manière de faire des affaires, c'est de mettre en place un échange de valeur, de l'argent contre une valeur. Et ce qui déclenche cet échange, c'est l'offre. Ce qui est intéressant parce que il met en relation la valeur d'un côté et l'offre de l'autre, comme s'il devait forcément y avoir un lien entre les deux. Donc, une offre,
bien sûr, elle doit apporter de la valeur. Et si elle apporte de la valeur, alors elle peut coûter plus cher que celle du copain. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Vous pouvez vendre plus cher la même offre si elle apporte une vraie valeur ajoutée à votre client. Et là, je sens que j'ai toute votre attention. Pour bien comprendre ça, on va regarder de plus près l'équation de la valeur, justement, par Alex Hormozy. En gros, l'objectif, c'est de faire payer votre service le plus cher possible. Et pour ça, on a une équation à 4 composantes. Le résultat rêvé, multiplié par la probabilité perçue de la réalisation, divisé par le délai perçu entre le début et la réalisation, multiplié par la perception de l'effort et du sacrifice. En gros, pour résumer, plus la partie haute va être importante, plus la partie basse va être moins importante et plus la valeur sera importante au niveau de votre offre. La 6e erreur, c'est de penser que votre prospect en a besoin. Avant de conclure, je voudrais partager une dernière erreur avec vous, certainement l'une des plus courantes et les plus importantes, c'est l'erreur de vouloir absolument vendre aux gens ce dont ils ont besoin, au lieu de leur vendre ce dont ils ont envie. Je m'explique. Il y a quelques années, je suis passé à côté d'un mandat. C'est une histoire que je raconte souvent parce qu'elle m'a profondément meurtri, en tout cas elle m'a un peu ramené à mes positions. Donc j'étais dans des émissions, j'avais fait tout ce qu'il fallait, enfin c'est ce que je croyais à l'époque, j'avais préparé une offre aux petits oignons, avec dedans plus que les concurrents pour moins cher, vous connaissez maintenant la chanson, du genre qu'on ne pouvait pas refuser, et donc cette offre, je l'ai présentée à mes vendeurs en me disant ok, ça, ils en ont besoin, c'est exactement ce que j'aurais voulu moi si j'étais à leur place. Arrive le R2, parce que j'ai toujours fait des R1 et des R2, et donc 2 heures avant le R2, mes clients m'appellent et me disent « Au fait, on est désolé, mais on doit annuler parce qu'on a signé avec l'autre agence. » Et là, honnêtement, j'en prends un coup dans mon orgueil personnel. Il y a tout qui s'écroule. Tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait, que tu as une offre béton armée et pourtant tes clients te lâchent. Et je peux vous dire que c'est vrai que mon ego en a pris un coup, surtout que quand j'ai su l'agence avec laquelle ils avaient signé, ça m'a encore plus miné parce que, bon, je ne veux pas ces détails, mais c'était une agence qui ne travaillait pas du tout, en tout cas dans les règles déontologiques telles que moi je me l'étais imaginé. Mais bon, en tout cas, je me suis dit, ok, ça c'est terminé, ça ne doit plus arriver, ça doit plus m'arriver dans mon business. Et donc j'ai essayé de chercher à comprendre où était mon erreur et qu'est-ce que j'avais fait de mal. Et ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé. Mon erreur, c'était de vouloir répondre à un besoin. C'était de penser qu'une offre qui couvre un besoin est forcément la bonne. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer une situation. Vous avez besoin d'une nouvelle voiture. Alors, vous allez voir un concessionnaire, vous avez un budget de 15 000 €, il pourrait se contenter de vous proposer n'importe quel modèle, le moins cher possible, puisque vous avez juste besoin d'un moyen de transport. Mais au lieu de ça, il vous interroge sur vos habitudes de conduite, sur vos envies, ce que vous aimeriez avoir comme option, GPS intégré, assistance au stationnement, ordinateur de bord, enfin voilà, des trucs dont vous n'avez pas besoin. Et vous finissez par repartir de chez le concessionnaire avec une voiture à 25 000 €. Entre la voiture à 15 000 € et celle à 25 000, il n'y a honnêtement aucune différence d'usage. Les deux véhicules répondent aux mêmes besoins, c'est-à-dire d'aller quelque part. Mais la différence, c'est l'envie. Vous n'avez pas choisi la voiture dont vous aviez besoin, mais celle dont vous aviez envie. Et ça change tout. D'ailleurs, je reviens toujours sur un autre exemple, mais que je ne donne plus aujourd'hui parce qu'à chaque fois ma femme me dit mais arrête. C'est quand, il y a quelques années, ma femme est allée chercher une paire de chaussures et sa première action était de dire « Tu sais quoi mon amour, tu sais pas à combien je les ai payées ». Et ce qui était vraiment amusant dans la démarche, c'est qu'on a toujours cette justification de l'achat qui est propre justement à dire que voilà, on achète avec les émotions, on justifie avec l'achat. Mais maintenant, je donne plus cet exemple-là. Bon, je vous l'ai redonné là, mais on le dira à personne. Ok, je reviens un peu sur mes vendeurs. Et donc, moi, comme je vous dis, j'avais fait une offre qui répondait donc à un besoin. Et honnêtement, elle le faisait très bien, sans prendre en compte l'envie de mes vendeurs, sans me rendre compte que c'est l'émotion qui nous fait acheter quelque chose et que c'est seulement après qu'on utilise la logique pour justifier l'achat. Et donc, quand j'ai déballé mon offre à mes clients, elle était solide sur le papier, en tout cas elle l'était pour moi, de mon point de vue, mais pour eux il manquait un truc, une espèce d'inquiétude à laquelle j'avais pas répondu. Une question notamment de calendrier et le refus de vendre à n'importe qui. Et ouais, j'étais passé à côté d'un élément essentiel pour eux, mais invisible pour moi. Je le dis autrement, vous voyez, une bonne offre doit contenir tout ce que veut votre prospect, pas seulement ce dont il a besoin. Et donc une bonne offre doit casser les croyances limitantes, ces fameux obstacles que les gens mettent eux-mêmes sur leur chemin. Et donc si votre offre est bien faite, et bien votre client il va comprendre que c'est, on va dire, ce qu'il y a de mieux pour lui objectivement. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi que ça lui fasse plaisir, que ça lui apporte de la satisfaction et que ça le rende heureux. Pour résumer, attention donc à ces 6 erreurs qui peuvent complètement bousiller votre business. Donc la première, c'est faire les choses au hasard. La deuxième, copier sans rien changer. La troisième, ne pas se former. La quatrième, ne pas avoir de perspective. La cinquième, ne pas apporter de valeur. Et la sixième, se focaliser uniquement sur le besoin. Vous voulez aller plus loin, vous voulez tirer un bénéfice de ce que vous venez d'entendre et avancer dans votre business, je vous invite à regarder ma dernière masterclass sur comment créer une activité immobilière rentable, résiliente et alignée. Pour la regarder, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve en description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie tout de suite.